Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Les sociétés qui basculent dans la violence, dans des logiques de jungle, dans le non-État, dans le non-droit, le non-loi, si ce n'est celle du plus fort, ne le font pas comme ça, du jour au lendemain. D'ailleurs, même le verbe basculer est impropre en la circonstance pour décrire de telles situations. En vérité, les sociétés qui dégénèrent dans ces situations ne basculent pas. Elles glissent tout doucement, presque imperceptiblement, de façon tellement insidieuse que rares sont les gens qui le remarquent, qui comprennent qu'il y a désormais péril en la demeure, qu'un tel affaissement civique est porteur de graves menaces sur la société tout entière, sur son devenir, voire même sur sa survie. En Algérie, les signes d'une telle dégradation avaient commencé à se manifester depuis des années déjà. Ils avaient commencé presque timidement à aller. De petites entorses ici et là, par des marginaux, puis des incivilités, venant d'un peu tout le monde, de gens qui se permettaient de construire ce qu'ils voulaient, où ils voulaient, de transformer leurs balcons, de mettre des barreaux à toutes leurs fenêtres, puis des vendeurs à la sauvette qui s'installaient sur les trottoirs jusqu'à les squatter, puis des automobilistes qui roulaient comme ils voulaient jusqu'à prendre des sens interdits, jusqu'à se garer en plein trottoir, sans aucun policier à l'horizon pour les interpeller. Puis, les incivilités se généralisèrent au point où les gens ne descendaient plus leurs ordures ménagères, mais les balançaient depuis leur balcon, à tout va, à tout vent. Et de fil en aiguille, les gens découvrirent que quelque chose de fondamental avait changé. Il n'y avait plus d'État. L'État n'était là que quand le régime était menacé dans sa mainmise sur le pays. Alors là, il était omniprésent. Il intervenait très vite, très fort, voire même avec la dernière brutalité, pour disperser des manifestations pacifiques, pour briser des grèves, sévir contre les revendications syndicales, sociales, manipuler des contestations politiques. Par contre, quand il n'était pas contesté, le régime laissait faire. C'était devenu sa façon de laisser les laissés pour compte prendre ce qui restait à prendre. Les uns, une rue pour la transformer en parking, les autres un bout de trottoir pour en faire une boutique de fortune, et autres passent droit du genre. Et ainsi, petit à petit, mine de rien, sans que l'on s'en rende compte, la relation consensuelle qui fondait la société, les règles de vie en commun, la morale non dite de l'être collectif commencèrent à se désagréger. Les vieilles valeurs qui avaient résisté à tant et tant de vicissitudes, à tant de colonisation, d'oppression, furent extirpées de l'âme algérienne et tombèrent en désuétude. Elles devinrent des machins ringards qui suscitaient des rires narquois de la part des kafzines de tout poil qui se savaient dans une jungle désormais et qui sont convaincus que le plus faible se fera bouffer, qu'il ne faut pas hésiter à se servir, à arracher sa part par tout moyen. La société se dit tricotée, à vue d'œil, sans que cela inquiète qui que ce soit. Paradoxalement, les mosquées n'ont jamais été aussi pleines à ras-bord. Mais les mosquées, comme les zouis, comme les écoles, comme les universités, n'étaient plus ces pôles qui diffusaient des valeurs, qui dénonçaient des déviations, qui appelaient à l'effort, à l'éveil des consciences. C'est au lieu du bien souverain, de la bienfaisance, de la morale, de la science, de la pensée, ne sont plus ce qu'ils sont censés être. Même la famille n'est plus ce qu'elle est censée être. Même la haute figure paternelle, celle qui était l'exemple à suivre, l'archétype de l'honneur et la cristallisation vivante de toutes les valeurs emblématiques de la société traditionnelle, n'est plus ce qu'elle est censée être. Puisque le père apprend désormais à ses enfants
comment être des qafzines, et même qu'il leur montre le chemin en les faisant vivre du fruit de ses rapines, de la tchipa qu'il reçoit, et même qu'il leur montre l'exemple en écrasant plus faible que lui, quand il peut, en recourant à toutes sortes de procédés pour s'octroyer des privilèges indus. C'est tout cela en même temps et d'autres déviations essentielles aussi qui montrent combien nous nous sommes fourvoyés, combien nous nous sommes éloignés du centre de nous-mêmes, combien notre être collectif est malade, profondément infecté. Les sociétés qui se disloquent et dont les membres finissent par user de la violence les uns contre les autres ne le font pas pour des motifs de clivage idéologique, religieux ou ethnique. Ce ne sont là que des prétextes pour donner libre cours aux instincts les plus bas de l'homme, qui ont été libérés, qui se sont déchaînés parce que les règles de vie en communauté et la morale qui les sous-tend n'étaient plus là pour les contenir, pour les endiguer. C'est cela qui se produit en ce moment en Algérie, où les fauves sont lâchés. Ceux qui sont en nous, ceux qui sont en tout homme et qui ne peuvent être enchaînés que par le développement véritable, par la civilisation véritable et par tous ces piliers qui la soutiennent, le sens de la dignité humaine, un état de droit, une justice impartiale, une justice sociale, la liberté, la solidarité à l'endroit des plus faibles, des plus fragiles, l'amour de la terre-mère, l'aspiration au bonheur et non à la possession insatiable. Lorsque ces valeurs font défaut, vous ne tardez pas à voir les piliers se lézarder, des potentats se livrer sans plus se cacher à toute leur turpitude, de grossiers soudards piétiner l'honneur des gens, des jeunes s'affronter à coups de machette et des voleurs se faire lyncher dans les souks, ouvertement, à la barbe et sous le nez de la maréchaussée. Aujourd'hui. DSA, vidéo. Un présumé voleur lynché par la population à Arbou, par Nasreddin Ben Kharaf. Presse DZ, ils ont agressé des familles à Constantine et Bousmaïl à Tipaza. Des gangs sèment la terreur, par Farid Guelil. Le quotidien d'Oran, El Bayad. 2 morts et une vingtaine de blessés dans une bataille rangée, par Haj Mostfawi et RN. Algérie, inquiétants signes annonciateurs. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'accueillir pour en parler Abdou Benjoudi qui va nous rejoindre dans quelques instants, Mahmoud Boudarn, psychiatre et ex-député RCD qui nous parlera au téléphone depuis Alger ou peut-être au Skype, nous ne savons pas encore, et Saïd Akni qui est avec moi sur le plateau. Saïd Akni qui est militant pour la démocratie, pour faire court, parce que vous avez tellement d'activités citoyennes, militantes. Saïd Akni, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Non. Il est très difficile aujourd'hui de voir un spectacle aussi désolant qui provoque le tréfonds de notre être, individuellement. Et cet être aussi qui s'inscrit dans l'être collectif et de rester indifférent. Je pense que l'indifférence, comme était qualifiée par Gramsci, à savoir la lâcheté, n'est pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que les nôtres, nos frères, nos sœurs, des 4 coins du pays, sont en train de subir des contre-coups de ce que le système a enraciné dans la société sans pour autant se disculper de nos propres responsabilités. Car la violence, même s'il y a des facteurs de vie commune, à savoir de vie sociale, qui sont
à intégrer, mais aussi il y a des facteurs de l'ordre individuel qu'il faut analyser. Contre-coup, Saïd Aknin, justement. Ce que beaucoup considèrent comme un contre-coup, que ce lynchage collectif qu'il y a eu lieu à Akbou contre un voleur présumé. On ne sait pas encore si c'est le cas. Et donc, avant d'en parler, nous allons voir quelques images. Et j'avertis que ce sont des images très choquantes pour les personnes qui pourraient être sensibles à la vue d'une telle violence. Donc voilà, nous allons les regarder, ces quelques images. Saïd Aknin, mais c'est terrible. Ça s'est passé. Ce lynchage a eu lieu par une foule nombreuse, du côté d'Akbou, on nous dit. Par une foule nombreuse ou en présence d'une foule nombreuse, en tout cas en présence de policiers et de pompiers qui n'ont même pas détaché la victime, qui finalement n'est pas morte, on nous dit. Était pratiquement dans le coma. Et ces quelques images qu'on a vues ne sont que quelques images d'un tout, parce que ce monsieur a subi des affres pendant des heures. Il a été molesté, frappé, humilié, mis tout nu, suspendu. Et la police a eu peur d'intervenir. Ils ont assisté gentiment. Ils ont dû négocier pour l'évacuer, nous dit-on, à l'hôpital. Au-delà des condamnations, au-delà de tout ce qu'on peut dire pour essayer de se hisser au-delà des instants, au-delà de tout ce qu'on peut penser, je pense que l'analyse, elle doit être globale sans pour autant faire un objet de fixation sur une région comme on a l'habitude de faire. Il n'est pas question de faire une quelconque fixation sur une région ou une autre. Nous parlons, d'ailleurs, les titres de presse que nous avons choisis aujourd'hui font état d'une violence qui a eu lieu partout, à Constantine, exact, où il y a eu des agressions contre un lycée, il y a eu des blessés, plus d'une dizaine de blessés dans une bagarre entre gangs. À Oran, non, à Al-Bayez, une bagarre entre gangs qui a fait 3 morts et 20 blessés. Et à Tipaza, il y a eu une bagarre entre... Ça veut dire qu'il y a une explosion de violence un peu partout. L'affaire d'Akbou, ce lynchage, est très symptomatique de ce qui se passe un peu partout. Exactement. Et les chiffres de toutes les violences que subissent les innocents sont effrayants. Mais il y a aussi d'autres chiffres. D'autres chiffres, c'est les violences physiques contre soi. Je commence par ça parce que ça me choque aussi. Et ceux qui sont touchés dans leur chair ne sont pas prêts à faire le deuil. Quand je vois qu'il y a plus de 150 enfants qui mettent fin à leur vie,
quand je vois que par année, des enfants qui sont suicidés, qui se sont suicidés. Ah bon? Et ça, c'est des chiffres. Au cours de quelle date, quelle période? Au cours d'une année. Ah bon? Vous et êtes sûr de ce chiffre? l'Algérie, selon le rapport du PNUD de cette année, elle est classée la première en matière de suicide d'enfants à travers le monde. Vous êtes sûr de ce chiffre? Je le confirme. 150 enfants ont mis fin à leur jour. Exactement. C'est terrible. Je le confirme, je persiste et je signe. Le deuxième chiffre, quand on voit que 140 000 adultes tentent de mettre fin à leur vie et que, hélas, plus de 11 000 arrivent justement à se débarrasser d'un malaise. Mais ce sont des chiffres effrayants que vous nous dites là. Moi, je n'avais pas conscience d'une telle gravité. 11 000 personnes se seraient suicidées cette année? 11 000 personnes. Et ça, c'est les chiffres de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme. Là, je pense qu'il n'y a que les larmes qui peuvent décrire ces situations, et des larmes de sang. La violence, c'est des typologies. Il y a plusieurs typologies de violence. Ce qui nous intéresserait, c'est la violence telle qu'on a vue, c'est-à-dire due à des incivilités, à une recherche de pouvoir dans la société ou une possibilité d'existence. Mais il y a aussi une autre violence, c'est la violence politique. Moi, je commence par la violence politique. Pourquoi? Parce que cette violence politique, parfois, a engendré justement ce genre de comportement, à même que cette violence politique, elle a entretenu ce genre de comportement dans la société, dans le cadre de la clochardisation de la société. Quand on voit qu'en 2001, les jeunes qui ont été manifestés à Alger, les jeunes de Kabylie algériens qui ont été manifestés à Alger, ils ont été tabassés par qui? Par des délinquants libérés par le pouvoir algérien pour pouvoir les mater. Quand on voit lors du match contre l'Égypte qu'on a envoyé aux frais de l'État des délinquants sortis de prison, de droit commun, de prison. C'est quoi ça? C'est l'éloge de la voyoucratie. Ouais. C'est l'inversion, justement, la participation à l'inversion des valeurs. Mais l'acte fondateur de la violence, c'est l'assassinat d'Abban Ramadan. On va rester là et je reviens à vous dans un moment pour vous permettre de poursuivre ce très intéressant angle pour traiter de cette question. Et nous recevons à présent Mahmoud Boudern, psychiatre et ex-député du RCD. Mahmoud Boudern, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir convié à votre débat. C'est avec plaisir. Merci. Je voudrais d'abord que vous nous parliez de ce lynchage qui a eu lieu à Akbou, qui a choqué un peu tout le monde, qui commence à être repris un peu par la presse étrangère. Et tout le monde semble être très étonné de découvrir qu'en Algérie, ces images qu'on prêtait à Daesh et à des gens qui leur ressemblent sont aujourd'hui très vivaces chez nous, qu'elles sont même, j'allais dire, banales. Écoutez, d'abord, j'aimerais apporter un bémol sur ce qui vient d'être dit par un de vos intervenants. Saïd Aknil. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'idée que l'Algérie est le premier pays à avoir le taux de suicide, le pays à avoir le taux de suicide le plus élevé dans le monde. C'est tout à fait faux. Il n'a pas dit ça, je crois. Il a donné un chiffre. Je suis psychiatre, j'ai beaucoup travaillé sur le suicide dans mon pays. Oui. Et je veux apporter la contradiction concernant cela. Oui, le PNUD n'a jamais dit que l'Algérie était le premier pays en matière de suicide. Les pays qui se suicident le plus, c'est l'Union soviétique et le Japon, et puis les pays du Nord, les pays d'Europe du Nord. L'Algérie est parmi les pays qui ont le taux de suicide le plus bas dans le monde. Ça, c'est le premier point. Excusez-moi, Mahmoud Boudern. Vous avez dit le taux le plus bas au monde. L'un des plus bas au monde. L'un des plus bas, d'accord. L'un des plus bas au monde. D'accord. Nous sommes à peu près à 4, 5 ou peut-être 6 suicides pour 100 000 habitants, alors qu'en France, ils sont à 22, 23. Au Japon, ils sont à 35 et en URSS, ils sont à 40 pour 100 000 habitants. Donc, on est très loin des taux. Et ça, il faut pas. Les contre-vérités ne sont pas bonnes, ne sont jamais bonnes dans ce genre de débat. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
concernant ce qui s'est passé à Akbou, moi je crois qu'il faut resituer le problème dans son contexte. Il y a effectivement des réseaux sociaux qui ont relayé cet événement. Moi je pense qu'il faut le relativiser et ce n'est pas la première fois qu'une chose pareille arrive en Algérie, qu'un voleur dans un marché soit lynché par la population. Ça existe partout, c'est déjà arrivé partout en Algérie, c'est pas un phénomène propre à la Kabylie. Ça, il faut aussi le préciser. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé à ce genre de choses? Pardon, Mahmoud Boudern, pardon de vous interrompre, puisque vous parlez de relativiser. Oui. D'abord, personne n'a dit que ça ne se passe qu'en Kabylie. Personne ne l'a dit. Non, c'est pas ce que je veux dire. Ensuite, est-ce que pour vous, vous semblez normaliser un lynchage? D'abord, rien ne dit que ce monsieur est vraiment un voleur. Jusqu'à preuve du contraire, tous les gens sont présumés innocents jusqu'à affirmation de leur culpabilité. Ensuite, quel que soit X, il n'est pas envisageable de pouvoir lyncher de cette façon aussi barbare quelqu'un qui a volé ou qui a tué même. On le remet à la police, on le remet à la justice. J'ai jamais dit une chose pareille. Vous êtes en train de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais vous semblez suggérer que c'est presque normal. J'ai beaucoup travaillé sur le phénomène de la violence en Algérie. Oui. J'ai même donné des interviews où j'ai évoqué ce problème de phénomène de masse, parce que quand un événement comme celui qui s'est produit à Akbou se passe, c'est parce qu'il y a une psychologie de la foule qui fait que quand on agresse, quand il y a plusieurs personnes qui agressent un lynchage, comme vous dites, ce type de comportement, c'est parce que les individus sont déresponsabilisés du fait que personne ne sait qui a porté le coup fatal, c'est tout le monde qui conne, personne n'est responsable de ce qui va arriver. Vous comprenez? On appelle ça, il y a un terme qui désigne ce type de comportement, c'est le processus de désindividuation. C'est-à-dire que les individus sont exonérés de leur propre responsabilité puisque c'est un acte collectif. Ces choses-là, ce sont des phénomènes qui arrivent dans tous les phénomènes de foule, comme dans les stades, quand on accuse un joueur à partir d'une, comme les guerres de gang, etc. C'est un phénomène qui est bien connu en psychologie sociale. Est-ce que vous suggérez qu'un phénomène de ce type peut survenir en Allemagne, en Suède, en France, en Angleterre? Oui. Alors, ce type de phénomène ne survient pas dans ce type de sociétés, qui sont effectivement des sociétés qui ont... c'est un peu comme... Je vais vous prendre un exemple parallèle. C'est par exemple la peine de mort. Vous vous rappelez tous de ce qui est arrivé aux deux enfants de Constantine. Oui. Il y a eu un émoi populaire qui a fait qu'à un moment donné, toute la population, pas toute la population, mais en tout cas, les médias, les pouvoirs publics, etc., se sont relayés pour dire qu'il faut restaurer la peine de mort. Oui. Comme si la peine de mort pouvait effectivement exorciser ce type de comportement et apaiser la société. En fait, le problème se situe ailleurs. Des sociétés apaisées, des sociétés pacifiées, ce sont des sociétés qui sont généralement éduquées, qui ont un niveau culturel très élevé, et ce sont des sociétés où la liberté d'expression, la démocratie, est quelque chose qui est une réalité. Ce qui n'existe pas chez nous. Et j'ai entendu quelqu'un tout à l'heure intervenir en disant qu'il y a une violence d'État. De ce point de vue, j'adhère tout à fait à cette idée. Si la violence d'État n'existait pas, si la violence institutionnelle n'existait pas, la violence sociale, qui s'est emparée de notre société, aurait été effectivement beaucoup moins importante. Restez avec nous, Mahmoud Boudern. Je reviens à vous dans un moment et j'accueille Abdou Benjoudi qui vient de nous rejoindre. Merci d'être avec nous, Abdou Benjoudi. Merci à vous. Vous êtes analyste politique. Il paraît. Voilà. Alors, dites-moi, Abdou Benjoudi, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce fameux lynchage qui est en train de défrayer la chronique, y compris internationale? Un lynchage qui a eu lieu à Akbou. Est-ce que vous êtes au courant? Tout à fait, je suis au courant. D'ailleurs, j'en ai parlé à des amis il y a quelques instants de cela. D'abord, je tiens à préciser, je ne vais pas prendre en compte que ce soit, que ce soit à Akbou ou à Loued ou à Alger. C'est-à-dire, j'essaye de me séparer complètement de l'aspect géographique. Non, ça se passe en Algérie. Exactement, parce que beaucoup prennent en considération ce fait-là et c'est problématique. Donc, on va stigmatiser une région ou pas.
ou pas. par, Voilà. ou par Non, soit par nous sommes stigmatisation, en dehors et au-delà de soit ça. par chauvinisme. D'accord. Chauvinisme kabyle, Absolument. qui existe comme dans d'autres régions. Donc j'essaie de séparer cela. J'adhère totalement à votre attitude. Voilà. Donc il y a un fait qui arrive. Mais ça se passe à Akbou. Exactement. Voilà. Ça se passe à Akbou, c'est dommage, c'est un acte complètement condamnable, c'est une violence que je dirais, c'est vrai qu'on voit ça souvent, c'est dans la culture populaire algérienne. Moi je me souviens quand j'étais petit, j'étais avec mon père, je partais sur le Harrach, on partait et quand il y avait un voleur, c'était une catastrophe. On appelle ça la mentalité du souk. Hein, le voleur qui se prend dans le souk, généralement, il se fait tabasser et lyncher, voilà, au moins, Hein. par tout le monde. Sauf que ça c'était il y a quelques années quand même. Je veux dire, il y a 20 ans. Oui. Aujourd'hui, moi, quand j'ai vu les images, j'étais évidemment choqué. Je me disais, pourquoi, encore aujourd'hui, il y a ce genre d'accident, il y a une violence qui est partout. C'est-à-dire, je ne cherchais pas des explications sociologiques, à donner une explication à un fait comme celui-là, mais à première vue, c'est évidemment quelque chose de choquant et de condamnable. On ne peut pas aller dans une justification. La personne a été laissée pour morte. Tout à fait. Ça veut dire que les gens pensaient l'avoir tué. C'est qu'après qu'on a su qu'il s'en est sorti. On va parler par la suite, si vous le permettez, de la responsabilité de chacun. C'est-à-dire que ce soit des citoyens qui étaient autour de cette personne-là, que ce soit des citoyens qui ont tabassé cette personne, c'est-à-dire qui ont porté, si vous voulez, le coup fatal, même s'il n'est pas mort. Même s'il n'est pas mort. Et puis, évidemment, la responsabilité de l'État. La police et les pompiers qui étaient présents sur les lieux. Alors, moi, j'ai lu le communiqué de la direction de la sûreté de Wilaya de Béjaïa qui disait que les forces de l'ordre avaient fait leur devoir et parce que la personne apparemment était aspergée d'essence et donc ils allaient le brûler vif selon le communiqué officiel de la sûreté de la Wilaya de Béjaïa. Sauf que là on va aller un petit peu plus en profondeur. Pourquoi cette violence ? Elles viennent d'où finalement ? Pourquoi nous avons cette tendance à vouloir juger à tout prix quelqu'un qui, voilà, on l'a attrapé dans le sac, certes, mais... Je vais vous arrêter parce que je souhaiterais prendre certains chemins, même si ça risque de choquer. Les gens qui ont pris à partie cet homme ont dit que c'était un voleur. Ils ont décidé que c'était un voleur. Ils n'ont pas attendu qu'il soit jugé. Ils l'ont jugé. Ils ont arrêté le fait qu'il avait volé. Et ils l'ont donc sanctionné pour cela. Moi, ce qui m'étonne, c'est que cette foule nombreuse, constituée de centaines de personnes, qui au moins ont assisté, des gens qui ont au moins assisté passivement au lynchage, s'ils n'y ont apporté leur petit coup à gauche, à droite, leur crachat et autre chose. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on s'en prenne à un petit voleur de souk, alors que ce n'est pas seulement une foule, c'est tout un peuple qui assiste passivement à une dévastation de tout un pays, à un délestage, à un saccage, à une mise à sac par de grands voleurs qui ne se cachent même pas, qui achètent des villas un peu partout dans le monde, qui achètent des logements aux Champs-Élysées, à Neuilly, qui ne s'en cachent pas, qui construisent des châteaux à qui l'élèvera plus que l'autre. Et ces gens-là, ces grands voleurs, qui ne font aucun doute, hein, ce sont des voleurs avérés. Personne ne les lynche. Je commençais d'abord par le fait en lui-même. D'abord, c'est vrai qu'il y a une grande foule qui était autour de cette personne, mais j'estime qu'il y a certainement une minorité qui est passée à l'acte. Ça, c'est certain. Après, c'est une majorité qui a assisté passivement à cela, et c'est le cas de tout. Moi, avant, il y a quelques années, je me déplaçais, j'allais dans les stades de foot, j'adorais le foot. Je me souviens de cette violence terrible dans les stades de foot où on agressait quelqu'un et personne ne parlait. Pareil pour nos mères, nos sœurs et nos amis, je parle des femmes, la violence contre les femmes dans la société algérienne, où personne de toute cette société paternaliste un petit peu n'agissait, ne réagissait à ce genre d'agression. La violence contre les enfants aussi, la violence à l'école, même la violence dans les fameuses marches. Saïd parlait de la marche de 2001 à Alger, mais aussi toutes les marches qui ont eu en 2011. Moi, je me souviens, on se faisait tabasser et les gens regardaient. Wesh dek, pourquoi faites-vous cela? Donc, la mentalité de terrasser, je crois que c'est généralisé dans la société algérienne. Ça, d'une part. D'autre part,
Je pense qu'il faudrait le dire, il faut qu'on sorte un petit peu du populisme, il faut qu'on dise les choses clairement. Je crois que l'Algérien aime qu'on lui dise en face ce qui va et ce qui ne va pas. Et je crois qu'il y a une crise de valeurs dans la société algérienne. Je crois qu'il y a un inversement de valeurs dans cette société, il faut le dire. C'est la faute au régime, c'est la faute à l'école, c'est la faute... On pourra en discuter, mais le constat est là. Il y a une crise de valeurs j'aimerais que chez nous fassions l'Algérien. non seulement le bilan de ce qui se passe, le constat malheureux, mais aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que il n'y a pas qu'à Akbou, il faut le répéter. Tout à fait. Rien que au cours de la semaine, à Constantine, une quarantaine de jeunes encagoulés, munis d'armes blanches, ont attaqué. D'abord, se sont bagarrés entre eux, il y a eu des dizaines de blessés. Puis ils ont attaqué un collège, ils se sont pris à des femmes. À Tipaza, pareil, guerre des gangs, les gens ont dû fuir, sont fermés chez eux. À Al-Bayad, deux gangs adverses sont bagarrés, 3 morts, 20 blessés. Et ça se passe un peu partout en Algérie où nous assistons à ce phénomène de violence inusité. Nous ne connaissions pas les gangs avant. Nous ne connaissions pas les gangs à la limite. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça annonce? Le titre de notre émission aujourd'hui, c'est Algérie, inquiétant signe annonciateur. Qu'est-ce que ça annonce? Qu'est-ce que ça pourrait annoncer? C'est pas de bon augure. Quand on voit une telle violence, ça n'en annoncerait pas des printemps à naître, ni des bourgeons de fleurs qui vont égayer nos jours. Je reviendrai juste à un élément. Je ne me lancerai pas dans une bataille des chiffres. Oui, il vaut mieux. Simplement, pour moi, un suicide. Et puis M. Mahmoud Boudern, docteur Mahmoud Boudern, est un psychiatre, donc il connaît bien son domaine et je présume qu'il ne peut pas avancer de tels chiffres. Simplement, un suicide est une tragédie pour moi. Oui, certainement. Et chaque tragédie me touche dans le fond de moi-même. Chaque jour, il y a un acte de grande délinquance dans l'Algérie. Il y a de la délinquance des jeunes perdus, égarés, due à une crise socio-culturelle, à une crise, à une absence de politique, d'intégration de la jeunesse. Vous savez, il y a 500 000 jeunes qui sortent du circuit d'insertion sociale chaque année. Et 500 000 jeunes se retrouvent dans l'oisivité. Et l'oisivité est la mère du vice. Vous savez... Mais Saïd, pardon de vous interrompre. Ce phénomène a existé de tout temps en Algérie. L'oisiveté, la délinquance juvénile, les laissés pour compte, la pauvreté, la misère, le kiff, l'alcoolisme, ça existait de tout temps. Mais pourtant, on n'a jamais assisté à un tel phénomène de violence, de bataille rangée. Vous savez ce qu'a dit, attendez, je vais vous lire une déclaration qu'a faite le professeur Rachid Belhaj, médecin légiste au CHU Mustafa Bacha d'Alger. Voilà ce qu'il dit. Nous assistons en tant qu'Algériens à une organisation de la violence. C'est ça qui nous interpelle et que nous voudrions comprendre. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui est déclenché cette organisation de la violence? Justement, j'allais en venir. Parce que cette violence, elle est intégrée dans un système. Elle n'est pas étanche avec le système où elle évolue. Oui. Et le système, en effet, il y a l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs est due aujourd'hui avec la nouvelle conception de la vie et qui est imposée, à savoir l'ultracapitalisme. L'argent roi, il n'y a pas de valeur. La seule valeur qui compte aujourd'hui, c'est l'argent. Maintenant, selon Gérard, le désir mimétique. Le désir mimétique, c'est quoi? C'est qu'on va ressembler à un autre et à posséder, à avoir le pouvoir de l'autre avec tous les moyens. Et ce qui conduit à ce qu'on appelle, quand ça se généralise, à une crise mimétique. Et la crise mimétique, justement, elle ramène à la haine et à la violence. C'est ça, justement, c'est ce processus dont il faut se saisir pour pouvoir le comprendre dans sa pluridisciplinarité, à savoir culturelle, économique, anthropologique, historique, parce que si on ne le comprend pas déjà sur le plan historique, on ne peut pas avancer. Vous savez, les colons, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont colonisé l'Algérie? Ils ont commencé à dire que les Algériens, ils ont une pulsion de violence naturelle, due à leur constitution, due à leur génétique, due
Vous voyez les essentialistes, comment qu'ils ont essayé d'échapper à la réalité ou sinon de fourvoyer la vérité à travers une explication scientifique bidon, d'ailleurs qui a été contredite par la suite. Aujourd'hui, quand on voit le premier acte de violence contre le peuple algérien, parce que c'est ça aussi qui a engendré ce genre de comportement, c'est le hold-up de 1962. C'est tout ce qui est venu comme violence politique contre le peuple algérien. C'est l'absence de légitimité. C'est l'absence de légitimité des gouvernants. Et quand on voit la scène symptomatique que nous avons vue aujourd'hui, à travers la vidéo, les éléments qui sont censés représenter l'ordre, qui était là, passif, à observer, à attendre qu'on les autorise à intervenir. Ça montre une chose. Nous allons évoquer ce sujet tout à l'heure. Mais Saïd Aknin, ce que vous nous dites là, j'entends bien ce que vous dites, je le comprends, je le ressens. Mais les tenants de vos explications ont toujours existé. Ce régime a toujours été despotique, il a toujours été là, il a toujours été injuste, il a toujours été oppresseur. Or, il n'y a jamais eu de violence organisée socialement de cette façon-là. Des guerres de gangs, des jeunes qui se baladent armés de machettes. C'est cela que je voudrais comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui ait donné un tel tournant à nos postures mentales? Ce que je vous dis, il est très simple. D'abord, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, on n'était pas 40 millions d'habitants. Il y avait 30 ans ou 40 ans en arrière, y compris dans les grandes villes cosmopolites, tout le monde se connaissait et ça formait une famille. Et qu'il y avait des digues. Les digues, c'était dans le respect. Il y avait encore le rêve, justement. Le rêve de bâtir un pays, le rêve de bâtir une patrie, le rêve, justement, de servir un amour et un être périmé aujourd'hui, il est arrivé en fin de ressources. Ce rêve, ils ont fait en sorte, justement, que ce rêve soit disloqué. Ils ont fait en sorte que ce rêve n'existe plus. Mahmoud Bouddaren, vous êtes avec nous? Oui, bien sûr, je vous écoute. Alors, je vous pose la même question parce que, très franchement, moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a de nouveau. Pourquoi ce phénomène fait-il son apparition? Pourquoi aujourd'hui assistons-nous à des guerres de gangs, à des lynchages publics? Qu'est-ce qui se passe chez nous? Vous savez, le monsieur qui vient d'intervenir là a dit des choses avec lesquelles je suis entièrement d'accord. Les nouvelles cités que les pouvoirs publics construisent aujourd'hui, ce sont des cités sans âme. Vous savez qu'il y a des cités qui n'ont même pas de nom, qui sont appelées unités de voisinage X, unités de voisinage 20, l'exemple de Constantine, l'exemple de Alimejli de Constantine. Sont des cités, en fait, qui participent à la déconstruction du lien social. Et parce que, justement, elles participent à la déconstruction du lien social, les individus ne se connaissent plus. Ils se côtoient, ils se fréquentent. En fait, ils partagent un espace physique, mais ils ne partagent rien d'autre. Ils ne partagent pas d'espace affectif, ils ne partagent pas de relations de convivialité, parce que justement, il n'y a pas d'espace de convivialité, il n'y a pas d'endroit où ils peuvent se réunir, ils peuvent se retrouver, et les sociétés traditionnelles, les villages, ils ont la houma. La houma, la notion de houma est une notion sociologique extrêmement importante, parce que justement, c'est autour de cette notion de houma que les uns et les autres viennent s'identifier pour qu'ils créent des liens et pour qu'ils se reconnaissent, qu'ils appartiennent à la même communauté, au même espace, pas seulement physique, mais aussi affectif. Et il se trouve que dans ces unités, dans ces nouvelles villes qu'ils ont construites un peu partout, il n'y a pas justement cette possibilité de faire se rencontrer les gens pour qu'ils puissent apprendre à créer des liens et de solidarité, parce que le lien est une garantie de protection. Parce que, vous savez, quand on sait qu'une personne est de notre quartier, de notre voisinage, on la protège, on la respecte, si elle est agressée par quelqu'un d'extérieur, on prend sa défense, etc. Ce n'est pas le cas dans nos nouvelles cités, dans nos nouveaux quartiers. Et non seulement ces quartiers, ces cités sont des horreurs urbanistiques, sont de graves erreurs et horreurs urbanistiques, mais ce sont de graves erreurs sociologiques. Et je pense que c'est pour ça
qu'on se retrouve avec des guerres de gangs entre les différents... Restez avec nous, Mahmoud Boudarn. Personnellement, j'adhère à ce que vient de dire Mahmoud Boudarn. C'est tout à fait vrai, ça. hein. C'est la non-gestion de la démographie. C'est-à-dire qu'on était dans une situation, je parle des années Chedli surtout, hein, parce qu'avant, plus ou moins, les choses étaient plus ou moins gérées. On n'était pas 40 millions, en effet, mais il y avait cette explosion et que les autorités n'ont absolument pas géré. Aujourd'hui, quand moi, je circule dans Alger, une ville, et je le dis franchement, que je n'aime pas du tout, je veux dire, on est obligé parce que c'est la capitale du pays, c'est une ville moche, à part le centre historique. La ville d'Alger, le Grand Alger, c'est des cités de bâtiments où il n'y a aucune infrastructure d'accueil pour les jeunes, aucun moyen, pas d'espace vert et pas moyen de loisirs non plus. Il y a d'autres cités un peu plus huppées où ce sont complètement des cités complètement fermées, où il n'y a pas accès à d'autres. Donc on n'a qu'une catégorie de population qui pourrait bénéficier de ce genre Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été à Alger. C'est vrai que ça existe, ce genre de cités où les gens sont enfermés entre eux, oui, tout à fait. avec des gardiens. Et moi, je le comprends. Moi, je vous le dis, franchement, je comprends tout à fait ces pères de famille, ces mères de famille qui essayent de protéger leurs enfants d'un environnement complètement hostile. Je le comprends. C'est l'absence, en effet, d'une gestion démographique en Algérie. Aujourd'hui, on ne fait plus la différence entre... il y a 30 ans, par exemple, on était, je crois, 26 millions, 26 millions d'habitants, où il y avait une certaine parité entre la ville et la campagne. Aujourd'hui, on n'a plus absolument pas ça. Et c'est lié à d'autres facteurs, évidemment, socio-économiques. Les proportions se sont complètement inversées. Complètement inversées. On était 20% de citadins pour 80% de ruraux, un peu avant l'indépendance. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Absolument. Et c'est lié, évidemment, les urbanistes peuvent en parler. Hein. Je veux dire, urbanistes et sociologues aussi. Les urbanistes peuvent en parler. Une ville comme Alger, qui pourrait supporter jusqu'à 800 000, 1 million d'habitants, elle en est à 5 ou 6. Mais vous avez vu ces nouvelles unités de... Je ne sais pas comment on les appelle. Nouvelles unités de vie, genre Ali Menjli de Constantine, ces nouvelles villes qu'on a bâties d'un bloc comme ça. Vous en avez vu en Algérie? Les nouvelles villes construites. Des nouvelles villes, complètement. Ali Menjli, qui se trouve du côté de l'aéroport de Constantine, qui a été construit d'un bloc. Moi, je l'ai vu à un certain moment. C'est une horreur. C'est une horreur, des bâtiments alignés comme ça. On dirait un film de science-fiction pour... un film d'horreur plutôt, d'épouvante. Au lieu de répondre, en fait, c'est ça, en fait. Il y a une politique de bricolage en Algérie par rapport à la crise de logement. C'est-à-dire, on reviendra à cela encore une fois. C'est-à-dire qu'il y avait une crise de logement, en effet. Il fallait reloger toutes ces personnes toutes ces familles, ces milliers de familles qui sont venues entre les années 80 et 90. Et puis, surtout, n'oubliez pas, les années 90. C'est-à-dire que l'insécurité dans les régions reculées en Algérie, moi je me souviens, j'étais dans la région algéroise, on avait des dizaines et des dizaines de familles qui venaient de Chlef, de L'Mdia, de l'intérieur du pays qui venaient à l'intérieur. Et c'est tout à fait légitime parce qu'ils étaient à la recherche d'une sécurité pour leurs enfants. Exact. Et donc ces gens-là, il fallait les reloger. Donc on a laissé construire des bidonvilles. Au sein de ces bidonvilles, donc, il y a eu une criminalité, trafic de drogue, prostitution qui se sont développées. Et par la suite, avec les politiques de l'actuel chef de l'État, on a essayé, soi-disant, de régler le problème de logement. Sauf en réglant le problème du logement, on est parti dans l'urgence. On a construit des cités à tout va, sans infrastructure, sans prise en compte de... Vous savez, quand vous construisez une cité où vous allez reloger 20 000 familles, vous devez prendre en compte les espaces verts, les espaces d'accueil... Les infrastructures, le loisir pour ces gens-là. Seulement, on se retrouve dans une situation où vous avez des dizaines, des centaines de jeunes dans une cité X, où ils n'ont rien à faire toute la journée, crise de chômage, on est à 30%, et vous avez l'explosion avec le trafic de drogue et tout ce qui s'ensuit. Finalement, tout est lié. Et aujourd'hui, on voit ça, on le voit dans les stades, on le voit dans les souks, on le voit dans la rue. La violence est là, c'est le résultat d'un peu tout ça, toute cette improvisation. D'une mauvaise gestion. Je voudrais juste rajouter un point, parce que à tout ça, il y a des solutions. À tout ça, il y a des solutions. Le constat est là, il est amer, mais il y a des solutions. Les solutions, d'abord, il y a une réforme globale qui doit se faire. C'est une réforme de la justice. Vous savez, je disais la dernière fois dans une télé algérienne, je parlais de politique. Et je disais, quel exemple sommes-nous en train de donner à cette nouvelle génération qui est en train de monter, quand à la télé, on voit un homme comme l'ancien chef de Premier ministre, je parle de Yahya par exemple, qui accueille un terroriste, Madani Mzalak.
Personnalité nationale. Personnalité nationale, et qui on a consulté pour faire quoi? Pour les consultations à propos de la constitution algérienne. La première loi du pays. Quel exemple, quelle valeur nous sommes en train d'inculquer à ces jeunes? Une. De deux. Quelle valeur on est en train d'inculquer à ces jeunes, à cette population, cette jeunesse qui est en train de monter, quand ils voient un voleur inculpé, pas encore condamné, certes, mais inculpé du moins par la justice italienne au moins, je parle de Cheikh Ibrahim. Et inculpé par la justice Par la justice algérienne avant le retournement. A été faite par le procureur général d'Alger, qui a été limogé par la suite. Bon, on parlait de guerre de clans, on ne va pas rentrer dans ça, on va rester juste un peu plus loin pour ne pas biaiser le débat. Et vous avez des jeunes qui voient un voleur qui a volé des centaines de millions d'euros se retrouver libre, mieux encore, accueilli par le seul, si vous voulez, la seule référence religieuse des Zaouïas, porte-parole des Zaouïas, qui est cet héritage spirituel algérien accueilli par des chefs de Zaouïa que les Algériens respectent. Donc, finalement, vous dites à ces Algériens, à ces jeunes-là, ben, vous n'avez qu'à voler comme lui. Voici l'exemple que je vous donne. Indirectement, évidemment. Et ça contribue, je n'ai pas envie de faire dans la propagande, mais en tout cas, ça contribue à biaiser et à inverser l'échelle de valeur dans la société algérienne. Nous allons faire un rapide tour de table puisque nous arrivons à la fin de l'émission. Mais avant cela, j'aimerais que nous rendions hommage à Ahmed Ben Bouzid, plus connu sous le nom de Cheikh Atallah. Oui, qui est décédé aujourd'hui après un accident de voiture. Décédé aujourd'hui dans un accident. Et donc, il était acteur, humoriste. Ancien député. Ancien député, de la wilaya de indépendant de la wilaya de Djelfa. Tout à fait. Mais qui a su quand même rester près des siens, près de nous, près du peuple algérien, par son humour très décapant à l'endroit du régime. Il faisait beaucoup d'humour sur la PN. Il a d'ailleurs démissionné de l'Assemblée nationale avant la fin de son mandat, disant que c'est un espace qui ne lui appartient pas et que lui, son espace naturel est avec le peuple. Nous allons voir quelques images de lui avant de revenir au débat. بقاي على خير يا هذا الحفرة اللي يحكمها قال الجهل والخوان تلقى اللي ملوا كبار الصبورة للسياسة داخلين بلا سلطان المرفوعة تاليتها مجرورة العطف يوروه غير لفلان فلان والفعل المجهول مبني بالكسرة الاسماء الخمسة يديروا ليهم شان تلقى المير حمار النايب بقرة والمجلس ثعبان يقتل في ثعبان. ربي يرحمه. Il va un peu fort, il a raison. Alors, un dernier tour de piste. Saïd Aknin. Moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est l'absence presque, ou du moins le manque de réaction à ce qui se passe en ce moment. Non seulement le lynchage d'Akbou, mais aussi ce qui se passe un peu partout dans le pays, ce déferlement de violence qui semble n'interpeller personne. C'est pas évident, c'est pas facile, et surtout quand on y vit. De loi, on peut éventuellement pérorer matin, midi et soir pour dire qu'il y a absence. On sent pas... Mais il ne ressent la braise que celui qui l'a dans la paume de sa main. Chaque fois que je vais au pays, je fais plusieurs quartiers d'Alger, je fais plusieurs wilayas, je vais dans mon village, je vais dans d'autres villages, je parle avec toutes les couches de la société. Il y a une conscience incroyable, mais aussi il y a une peur. Maintenant, dans une autre mission, on va essayer de décortiquer les raisons de la peur. Pourquoi qu'ils ont peur? Mais aussi parce que c'est pas facile de parler quand la société a été caporalisée pendant des années. C'est pas facile de parler quand le service de la police politique ont tout cloné dans la société. Les gens peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux. C'est pas facile de parler quand justement ceux qui sont censés te protéger, c'est eux qui t'affrent dans la gueule du loup. Et ceux qui sont censés nous protéger, ils sont absents aujourd'hui et ils sont affairés justement à voler, à faire leurs calculs et à nous monter des simulacres des militants, des simulacres d'organisation, à cloniser tout pour essayer justement de biaiser les véritables problématiques. Mais, comme disait l'autre, là où croit le malheur, croit aussi ceux qui sauvent. Ce que je sais, c'est qu'il viendra le jour
ou d'une seule main, comme nous avons bâti tranquillement, doucement, dans la douleur, la libération du pays de la colonisation française. Le peuple algérien, la jeunesse algérienne, main dans la main, ils vont bâtir les espoirs à naître et les printemps avoir à bâtir. votre optimisme. Mahmoud Boudaren, avant de donner le mot de la fin à notre ami Abdou Benjoudi. Je vous entends mal, je crois que l'émission est arrivée à son terme. Alors là, est-ce que j'aurais voulu que vous nous disiez, pour conclure, ce que vous pensez de cette absence ou de ce manque de réaction par rapport à tout ce qui se passe dans le pays, de violence organisée, de batailles rangées entre gangs adverses, de ce ce triste lynchage d'Akbou. Moi, je vais dire en quelques mots ce que je pense de l'émergence, du pourquoi de l'émergence de la violence dans notre pays. Je crois qu'il y a deux phrases clés, si je peux appeler ça comme ça. Il y a une espèce de désordre social qui s'est installé parce qu'il y a un désordre institutionnel. Il y a une relation dialectique entre les deux. Plus l'État recule, plus la société se désagrège et en proie à la violence. Ce qu'il faut faire, sans doute, ça a été dit par vos intervenants, c'est que le pouvoir, le système, libère le peuple et lui donne la possibilité de prendre son destin en main, notamment les jeunes. Il est vrai que la première violence qu'il y a dans ce pays, c'est la violence institutionnelle, c'est la violence d'État. Il faudrait qu'elle cesse. Il faudrait que le citoyen algérien retrouve ses droits, retrouve notamment le droit à la sécurité. Et le droit à la sécurité est une des prérogatives ou une des obligations de l'État. Merci Mahmoud Boudar, je suis obligé de vous interrompre, je suis désolé. Nous arrivons à la fin. Abdou Benjoudi, en moins d'une minute. Moins d'une minute, je vais malheureusement contredire mon ami Saïd sur... En fait, je crois que, comme d'ailleurs c'est un discours qui se répète beaucoup. Moi, je me souviens, depuis que j'étais jeune, le discours de l'opposition a été toujours le même. On dit de l'Algérien qu'il est beau, qu'il a tout fait et qu'il n'est pas responsable, c'est la responsabilité des autres. Moi, je ne sépare pas le pouvoir de toute la société. Il y a un problème social en Algérie, il faut le poser, il faut le dire. Cessons le populisme, disons les choses clairement. Est-ce que l'Algérien est responsable de son destin? Oui ou non? S'il est responsable, il doit prendre les choses en main. La responsabilité du pouvoir, la responsabilité de l'État, du régime, dans notre cas, elle est évidente, évidemment. Je crois même qu'elle est même normale dans le processus qui est le sien. C'est-à-dire qu'il est là dans une espèce de clochardisation de la société. Il joue son rôle, finalement. Quel est le rôle de la société civile? Quel est le rôle des intellectuels? Quel est le rôle des faiseurs d'opinion dans une société pareille? N'est-il pas celui d'organiser les citoyens autour de thématiques comme celle-là, d'en discuter, d'en débattre et d'en sortir avec de nouvelles idées qui pourraient sortir l'Algérien de ce socle populiste qui l'empêche évidemment d'évoluer. Merci Abdou Benjoudi, merci Mahmoud Boudaren, merci Saïd Aknin. Je retiens de ce que vient de nous dire Mahmoud Boudaren une phrase qui m'a interpellé personnellement. Plus l'État recule et plus la société se désagrège. Je voudrais, avant qu'on se quitte, vous montrer quelques images d'une dame qui nous a rendu visite hier. C'est une dame qui est venue nous voir hier, qui nous a rapporté un gros gâteau à l'occasion du 1er novembre. Et elle nous a dit qu'à travers El Magharibiya, elle voulait rendre hommage à tout le peuple algérien. Je ne voulais pas passer l'occasion sans offrir ça. bien sûr en premier كل الشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بال 62e anniversaire de la déclenchement de la révolution et j'offre ça à tout le peuple algérien الأحرار الجزائريين الأحرار ونحيي وان بليس بور المغاربيه نترحموا على الشهداء الابرار الشهداء اللي ضحوا بالنفاس تاعهم بالروح نتاعهم على ان تحيا الجزائر وان نحنا نعيشوا في en vie dans l'espoir et la dignité et ونهدي هذا الطاقم اللي درتو avec le thème تاع le drapeau تاع الجزائر toutes les couleurs de l'Algérie la couleur rouge, blanc, j'ai choisi la couleur de bled, t'as le drapeau, et j'offre tout ça au peuple algérien.
نعيش فيك طول دنيتي ما نقدر نخطيك يطلع عليك النور نعيش فيه هنا وسرور يا بوم العيان يا زينة البلدان يا بلاد الكرم والحزان فنات عليك الشجعان حرروك من ذوك الطغيان رجعتي لموالي. Merci à vous d'avoir suivi cette invitation, cette émission. بقاو على خير بسلامة.